Pour le moment, l'école continue, imperturbable, à disserter sur des momies. Il suffit qu'elle passe sa langue sur de la chair vivante pour que celle-ci se fige. Elle ne tient à son auteur, ne l'inscrit à son programme d'attraction, à sa réclame de boutique, que lorsqu'elle en a fait une figure de cire. On n'a plus qu'à manier le plumeau à poussière, plus jamais à essuyer une sueur ou à tendre l'éponge de la passion, plus jamais à descendre un cadavre de la croix, plus qu'à mettre des mannequins en vitrine, mais qu'à le flamber quand le feu y prendra. Dieu sait ce qui risquerait de pousser de neuf si on laissait pourrir le vieux. Quelle fermentation si on laissait les morts faire de l'engrais. C'est dans l'indocilité qu'est le levain de toute vivante discipline. Le maître qui recourt au règlement pour faire respecter l'ordre, comme on dit, avoue qu'il est incapable de se faire respecter lui-même. Il n'est pas entièrement dévoué. Il n'ose pas risquer sa peau. La gendarmerie n'a jamais témoigné de la force d'un régime. Elle en révèle les craintes. On demande des fabricants de tuyaux, et non des chercheurs de veines. Quel chambardement des institutions si tout à coup la baguette du pion devenait la verge du sourcier. L'école est par excellence un atelier de stérilisation. On lui donne des enfants normaux. Elle s'efforce d'en faire des hommes retardés. Elle met tout son soin à émousser le dard de vie. À la liqueur d'enfance, elle mêle le jus de la sénilité. Elle fait des enfants de petits vieux, faussant ainsi, d'un seul coup, la nature de l'enfance et la nature de la vieillesse, offensant également la naïveté de l'enfance et la dignité de la vieillesse. À quel beau vieillard nous aurions si nous avions de vrais enfants. Mais la sottise des vieillards est la fatale conséquence de la fausse sagesse des enfants. La plus sûre façon de rendre la vie impuissante, c'est de rendre la mort insignifiante. On apprend aux enfants à jouer avec les morts. Rien de plus propre à détourner leur curiosité des urgences de la vie. Chez ceux qui ne renient rien d'eux-mêmes, les impatiences de l'enfance et de l'adolescence trouvent leur soulagement, leur application, dans les urgences souveraines de la vieillesse qui a conquis, par le risque de toute la vie, la sereine propriété de l'audace, le sommaire pouvoir exécutif de la liberté. Toute la masse de l'âge vécu reprend, pour le choc final, l'élan de la vie à vivre. Il est trop facile de disposer contre l'enfant des arguments de la force, de la poigne des règlements et de la massue des préceptes. Il est trop facile de déjouer, par les vieux trucs d'un régime policier, les naïves entreprises de son indiscipline. Il est trop facile, vraiment, de commettre à son égard des abus de pouvoir, de l'entraîner au nom de l'ordre, à l'arbitraire et, au nom de la vertu, à l'artifice. Il est trop facile de lui imposer des respects imbéciles. Il est trop facile de lui tendre toutes les trappes de l'imposture officielle et tous les pièges de l'hypocrisie sociale. Il est trop facile, sous camouflage d'autorité scolaire, à des hommes faibles de jouer au despote, à des hommes sans jugement de trancher des raisons, à des brouillons de fausser des valeurs, à des ineptes de contrarier les aptitudes, à des déçus de se venger, à des maniaques de se repaître. Il est trop facile à des ratés de la vie de faire rater, au collège, les élus de la nature. J'ai fait le samaritain, ce qui n'est peut-être qu'une façon d'exploiter les circonstances que le mal a créées, pour en tirer un certain revenu de louange personnelle. C'est un moyen de distraire sa conscience. À s'empresser ainsi au secours d'ambulance, on oublie aisément que l'on partage moralement la responsabilité de l'état de choses qui a rendu possible l'abominable forfait. C'est bien de soigner les blessés et d'enterrer, le plus pieusement possible, les morts. Mais il faudrait d'abord, en toute rigueur, en toute loyale énergie de charité, ne pas accepter la guerre. Pour qui sait entendre l'homme, 1000 traités de pédagogie ne valent pas un sanglot d'enfant. L'école ferme la bouche qui dirait bravement des choses. Elle fait ouvrir la bouche qui rend baveusement les leçons. Elle boucle, indignée, la bouche qui bâille. Elle graisse, enchantée, la bouche qui dégoise. Il est scandaleux de dire « je m'ennuie ». Il est infiniment louable de dire « 1453, prise de Constantinople par les Turcs ». Or, refuser à un élève le droit de montrer qu'il s'ennuie, c'est l'obliger à un mensonge d'attitude. C'est l'induire à commettre une impertinence. Car j'appelle impertinence cette assurance empruntée, de la veille ou du jour même, au manuel de la classe ou au discours du maître.
Je hais ce savoir d'école appliqué sur la mémoire avec de la mauvaise colle de salive, qui tient tout juste le temps qu'il faut pour faire l'effet notable, valoir 9 ou 10. Ce pauvre savoir de parade, exactement de quoi parer aux menaces du règlement pénitentiaire, nullement de quoi préparer au risque de la liberté volontaire. Vous essayez votre parole, elle donne dans sa panse mate. Vous entendez le bruit de vos mots, mais vainement vous cherchez à reconnaître dans ce bruit le son de votre présence. Il absorbe le timbre et ne laisse retomber que le mou de la voix blanche. Il faut passer à travers ce ventre d'étoupe pour arriver à leurs entrailles. Oh, quelle délivrance quand on sent qu'on fait le trou, pour vous, et pour eux aussi. Je ne connais pas, pour un homme qui aime l'amour, de pire détresse que de réaliser qu'il ennuie. Il n'y a qu'un péché sans rémission, qu'un crime vraiment impardonnable contre la vie, c'est d'être ennuyeux. Répandre l'ennui, c'est certainement encore pire que d'exercer la violence ou de pratiquer l'injustice. L'ennui est plus nuisible, plus immoral que tout. Il ruine toute éducation en débilitant la nature. Il énerve toute discipline. Il anémie toute doctrine. Il dessale toute nourriture. Il ôte toute saveur à la conscience. Il délave l'âme. L'injustice peut révolter. La violence peut stimuler la résistance. L'ennui, profondément, écœure. L'ennui rend lâche. Une vigoureuse adversité fouette le sang. L'ennui instille sa torpeur dans les lymphes. Les ennuyeux sont immuablement semblables à eux-mêmes. Leur platitude est désespérément continue. Ils sont si totalement en état de défaut qu'ils n'ont pas même un vice par où donner prise à la correction. Ils sont privés de cet essentiel ressort de vie qui entretient par l'accident la surprenante variété des moyens. Ils sont incurablement inopérants, irrémédiablement désœuvrants. Jamais aucune inspiration n'offrira quelque secours à leur indigence qui s'ignore. Ils ne s'ennuient jamais eux-mêmes. C'est ça l'invraisemblable, c'est ça l'incroyable, la désastreuse perfection de l'inconscience, la définitive imperméabilité de l'insignifiance. Rien de plus avilissant que ces modèles d'expression que la leçon propose sans cesse à l'enfant. C'est ainsi que celui-ci accoutume son oreille à l'indifférence et qu'il perd toute exigence d'écoute. C'est ainsi qu'on fait de lui un auditeur qui se désintéresse, au fond, de toute audience. C'est ainsi qu'on l'habitue à avaler les mots sans remâcher le sens, à se contenter, pour la vie, de la parole qui se débite en tranches, selon l'horaire, ou par couplets, selon la circonstance. On l'entraîne ainsi à ne plus boire que des sermons et des discours. Il perd la vraie soif de la parole ouvrable. Il lui suffit, pour se croire fécondé par le verbe, de quelques lavements dominicaux et de quelques irrigations festivales. C'est ainsi que l'école par l'ennui cherche à supprimer tous les étonnements de l'ouïe, tous les chocs de l'entendement, dont on ne sait jamais quels peuvent être les recours. C'est ainsi qu'elle cherche à tuer tous les germes de fermentation que contiennent les sucs de langage, pour fournir sans cesse, au flot du bavardage social, son apport de salive pasteurisée. C'est ainsi que l'école apprend à parler pour ne rien dire, ce qui assure le repos de ceux qui ont intérêt à ce qu'on ne laisse pas sortir la vérité de la bouche des enfants et de ceux qui leur ressemblent. Quand je me relis, loin de regretter mes violences, je trouve toujours que je n'y suis pas allé assez fort. Ce n'est pas encore labouré assez profond. La motte n'est pas encore assez prise par-dessous. Il me semble que j'ai à peine raclé la croûte. Je n'arrive pas à avoir le bout des racines. Je voudrais, à chaque bêcher, ramener de la terre vierge. Je perds du temps à brasser les feuilles mortes. Il faudrait vraiment, pour faire sauter la couche repolie des paroles plaquées, l'entassement plâtreux des surmoulages, le pavement des habitudes et les goudronnages de l'ennui, un autre acharnement de fouissement, une autre force de perforation verbale, un autre pouvoir de soulèvement radical, une autre charge d'explosif étymologique. Le ciel est rempli de bavardages, mais la terre, sous les pieds, garde la menace de son silence, où s'accumulent les énergies de la justice élémentaire. Aussi, c'est fougueusement par le bas que je voudrais reprendre les choses. Inutile de s'adresser au crâne des régents. C'est leurs pieds qu'il faut inquiéter. Il faut qu'ils sentent, sous leurs plantes cornées, craquer le plancher, et monter jusqu'à leur nez par toutes les fissures des vapeurs de cratères. Il n'y a pas d'édifice humain qui ne soit à base d'enfance. Toutes les académies sont montées sur le dos des enfants. Toutes les églises exploitent la nativité. Le char de la guerre passe sur de l'enfance écrasée. Les fauteuils des financiers sont recouverts de peaux d'enfants écorchés. La richesse dort sur des enfants étouffés.
Il faut faire éclater, dans le bocal des classes, le tumulte de la nature vive. Il faut faire surgir de l'abîme de l'enfance sous-marine, dans le baquet des leçons, une vague de fond qui balaie toute la graisseuse flottille des bateaux de papier. L'ouragan doit emporter comme fétus tous les répétiteurs de discipline. Alors apparaîtront les vrais inventeurs de l'ordre, ceux à la parole de qui le chaos répond en enfantant la lumière. Il faut, dans les chances de la rencontre, rendre à la fortune de nature la saine disposition de son audace. Il faut, dans cette essence et radicale conjoncture de l'aventure vitale, rétablir la pureté du risque qui, seul, garantit l'honnêteté des engagements. L'enfant s'habitue à négocier sa parole, à vendre sa signature, à coter son cœur et sa tête. Au fond, l'école n'enseigne qu'un vilain jeu de commerce, jeu de banque, jeu de bourse. Je réclame, pour la classe, le droit au chahut. Mais la vraie liberté est enseignée. Les enfants seuls sont réellement autorisés de vous l'accorder. L'enfant veut de l'homme. Il est avide de présence. L'examinateur cite à comparaître un sujet. Il n'est curieux que de référence. L'enfant happe la vie. L'examinateur repêche son cours. L'enfant doit être maintenu en état d'admiration. Il doit demeurer dans l'étonnement. Il doit vivre dans le monde de la révélation. Tout doit avoir pour lui un son de Noël. Tout est là. En réalité universelle, en réalité naturelle, rien n'est manifestement énergique, rien n'est fécondément actif, rien n'est opérateur d'effets salutaires que ce qui est aimable. Les enfants ne s'y trompent pas. Ils sentent aussitôt ceux qu'il faut aimer, ceux qu'il est de loi naturelle d'aimer, les vrais producteurs du plaisir vital, les illuminateurs de la raison de vivre. Jamais le devoir n'a pu obtenir d'un homme une ténacité de labeur, un acharnement de persévérance, une intensité de concentration, une totalité d'engagement, une sueur d'effort, pareille à ceux qu'excite et soutient le plaisir. Il est stérile, immoral et dégradant de faire ce qu'on n'aime pas. C'est bassesse et servilité, c'est lâcheté. C'est parce que l'école ne lui donne pas le plaisir que l'élève s'échappe dans l'amusement qui est, avide, la contrefaçon du plaisir. Les récréations sont, souvent, bien plus sérieuses pour l'enfant que les leçons. Il y recrée par l'effort du jeu, son amour de la peine heureuse. Il s'y réhabilite par l'activité. Ah, si l'on savait employer toute la force d'imagination qui s'engage et se déploie dans la distraction. Mais non, la leçon ne s'enchaîne jamais à la récréation. Exactement comme un mot perd toute sa vertu dès qu'on fait de lui un usage impropre, l'enfant perd toute sa capacité et toute sa joie de rendement dès qu'on le détourne de son sens. Vous obtiendrez l'obéissance, ce que vous appelez l'obéissance, et qui est bien loin de l'audience, par la force. Vous n'aurez pas vaincu la paresse, vous aurez imposé l'esclavage. Les dociles, ceux que vous appelez les dociles, ne sont que des paresseux mécanisés. Ceux qui se démènent le plus sont justement ceux qui sont intéressés à ce que cela change le moins. Le truc est connu. On appelle cela noyer le poisson. Méfiez-vous d'emblée de ces officiels qui font les officieux. La main qu'ils vous tendent est habituée à serrer le cou. Ces gens-là ont l'art de renforcer les abus en se livrant à quelques simulacres de sacrifice. Les riches qui sont malins savent assurer l'utilité de la charité. La pratique adroite de l'aumône a toujours été, pour les gens de finance, le meilleur moyen de protéger, contre l'indignation publique, leur insolente jouissance. Pour sauver le capital et pas mal de revenus, il suffit de savoir placer les pourboires. On n'enveloppe jamais mieux qu'en faisant mine de céder. Ce qu'on paraît lâcher de front, on le rattrape par derrière. Il n'y a pas de pire danger pour la sainte liberté que les lécheries des faux amants. Il y a une façon vivante de manier le passé, mais il y a aussi une façon mortelle, une façon de soulever la pierre du tombeau non pour laisser sortir le ressuscité, mais pour râper dans l'entrebâillement et engloutir le naissant. Ces gens-là ne sont satisfaits que lorsqu'ils ont recouvert la terre de dalles funéraires. La jalousie des vivants s'épanche naturellement dans les loges des morts. L'enfance est, dans les collèges, abrutie de pompes funèbres. Le plus sûr moyen de tuer la vraie imitation, c'est d'enseigner la copie. C'est de faire un objet d'emprunt de ce qui avait été le corps d'une possession. On se sert des maîtres de la parole pour faire des esclaves du cliché. Sous l'enseigne du génie, on vend en boutique la camelote du sublime. Il n'y a pas de plus sûr moyen de tuer l'indépendance que de copier la liberté. On étrangle tous les espoirs avec les bandelettes de la grandeur momifiée.
Les réformes sont toujours un retour à un système, un raccroc de doctrine, ce qui est bien différent d'un retour à la nature. Les retours à la nature s'appellent des révolutions. Les réformes sont des restaurations. La politique connaît des restaurations. L'art ne connaît que des révolutions. Le mot de révolution n'a jamais effrayé que les profiteurs, les exploiteurs d'un régime, les mercantis de la culture, les grimpeurs de façade. Toute chute d'édifice est un retour à la nature. On ne peut tomber plus bas que terre, savoir si c'est pour y reprendre pied ou s'y casser le nez. Les vrais cultivateurs s'y retrouvent aussitôt, en gras labour, les mains pleines de graines neuves, les autres dans le plâtras des démolitions, avec leurs vieux bouquets fanés. Il y a des siècles que l'école bouffe des claques. Plus on la fouette, plus elle s'engraisse, et des coups même. Elle se nourrit impudemment de la substance des généreuses indignations qu'elle suscite. Elle plonge son gobelet dans le torrent des invectives et se gargarise. Quelques coups de glotte suffisent et l'amertume du tonique s'évapore. Tout ce qu'elle avale est devenu guimauve. Ce qu'elle a ingurgité de vérité est inimaginable. Ce qu'elle a rendu de sornettes est incalculable. Sa panse est une usine à avortement. Ce qui y pénètre en foudre en ressort en fumée. Non seulement l'école se repaît béatement du mal qu'on dit d'elle, mais elle en fait une pâtée qu'elle offre avec un empressement marqué, sûre qu'elle ait des effets anéantissants de son admiration calculée et des mortelles conséquences de sa révérence. Son trou à parlotte est l'entrée du gouffre où l'univers s'abîme dans l'insignifiance. On ne renversera l'école qu'en soulevant et en retournant le monde. Seule une secousse universelle décollera de la peau des enfants ses mains grasses d'huile rance et son suçoir à baisement pernicieux.